Katie, beautiful Katie, you're the only girl that I adore. When the moon shines over the cowshed, I'll be waiting at the kitchen door. You're the only girl that I adore, I adore. I'll be waiting at the kitchen door. Dans la bonne humeur, les États-Unis tout entiers se mobilisent pour l'effort de guerre. Une agence d'information, ou plutôt de propagande, est mise sur pied par le journaliste George Creel. On a recours aux méthodes les plus modernes de la communication. Tous les talents de la nation sont mis à contribution pour vendre la politique du président. George Creel dirige la campagne pour populariser l'effort de guerre et emploie toutes les ficelles de la publicité. Il engage John Philip Sousa et ses tambours pour rythmer l'hymne à la liberté que chante la soliste Anna Case. Mary Roberts Rinchardt, l'écrivain du mystère, bien connu du grand public, est envoyé en reportage sur tous les champs de bataille. Un auteur à succès, Booth Tarkington, loue sa plume à l'état-major. Il dénonce les mensonges de la propagande allemande. La jeune romancière Edna Ferber est engagée pour rédiger les communiqués de presse envoyés aux Alliés. William Dean Howells, homme de lettres alors très connu, travaille pour le bureau de la presse étrangère de Creel. Mary Pickford et les autres stars du cinéma, alors à ses débuts, prêtent leur concours au spectacle. La comédienne Mary Dressler est inimitable quand elle mime l'alerte au Kaiser Bill. On ose imaginer des gags jamais vus sur la scène ou à l'écran. Charlie Chaplin et Douglas Fairbanks font équipe. Un jeune champion de boxe, Jack Dempsey, qui battra en 1921 le Français Georges Carpentier au cours d'un combat mémorable, se joint à eux. Le seul but de la campagne, souder le peuple américain en une masse métallique chauffée à blanc et lui insuffler la fraternité, le dévouement, le courage et la détermination de combattre jusqu'à la mort. Allez jusqu'au bout, dit Creel à ses équipes d'artistes. L'auteur des affiches, on utilise déjà l'expression de poster. Les plus célèbres de la guerre est un illustrateur de magazines, James Montgomery Flagg. Il célèbre un nouveau héros, à l'instar des écrivains, des peintres, des sculpteurs et des chansonniers. Un héros que l'on appelle ici le Dog Boy, le bon gars, et qui personnifie l'homme de troupe, dénommé Poilu par les Français. Le recrutement qui commence en juillet 1917 transforme en héros potentiels près de 3 millions de jeunes Américains qui sont invités à faire honneur à leur uniforme. Chaque dimanche, les familles américaines ont un nouveau passe-temps, rendre visite aux Dog Boys dans leur camp. Les parents et les amis sont là. La parade des gens importants commence. Par exemple, celle de Bill Sunday, l'évangéliste de la Ligue nationale, qui multiplie ses sermons inspirés.
Détruisez l'ennemi, balayez l'autocratie et faites régner la liberté sur le monde. Les soldats chantent et dansent pour l'agrément des visiteurs. With your haircut just as short as mine. Good Morning, Mr. Zip, Zip, Zip. You're surely looking fine. You're looking fine. Ashes to ashes and dust to dust. If the camels don't get you, the Fatimas must. Good Morning, Mr. Zip, Zip, Zip. With your haircut just as short as mine. Good Morning, Mr. Zip, Zip, Zip. With your haircut just as short as. Your haircut just as short as. Your haircut just as short as mine. Le président Wilson n'hésite pas à monter à cheval pour visiter les camps et rencontrer les Dog Boys. Wilson ne reconnaît plus sa capitale. Washington était souvent décrite comme une ville somnolente. Voilà en 1917 qu'elle se réveille et pousse comme un champignon. Les services gouvernementaux enflent démesurément. On compte les nouvelles agences par douzaines. Les registres fédéraux, où s'additionnent les traitements des fonctionnaires, ont doublé. La guerre exige une organisation démultipliée pour que l'État assume ses devoirs, en particulier l'approvisionnement des Alliés en vivres. Au prix d'$1 l'année, le gouvernement s'assure les services de ses plus distingués citoyens. Une armée d'hommes d'affaires, des volontaires du calibre de Thomas Edison, inventeur du télégraphe, Henry Ford, pionnier de l'industrie automobile, s'occupe de la production de guerre. Un observateur appelle la Maison-Blanche une maison de fous patriotiques. La moyenne d'âge des membres du cabinet présidentiel est de 54 ans. Ces hommes ne sont pas mobilisables, mais ils entrent dans la guerre avec leur foi profonde dans la victoire. McAdoo, le secrétaire au Trésor, est le gendre de Wilson. Franklin Delano Roosevelt, le futur président des États-Unis, est à la marine l'adjoint de Daniels. Le gouvernement, par sa propagande en faveur de la guerre, est constamment sous les yeux du public. Un nouvel armement donne l'occasion d'une conférence de presse du président et du ministre de la guerre, Newton D. Baker. Un des nouveaux venus au gouvernement, Herbert Hoover, devient vite familier aux Américains. Après avoir organisé la campagne mondiale d'assistance à la Belgique, il est chargé du ravitaillement de la population américaine. Le maître mot de la campagne de presse à l'adresse des maîtresses de maison est « ménager la nourriture », le public traduit « hooveriser ». C'est ainsi qu'on devient populaire. Dans les champs, on dit aux femmes ou aux enfants « faites un travail d'homme ». La condition des femmes change. Elle ne sera jamais plus la même après la guerre. Les femmes américaines accomplissent de lourdes tâches. Ce dur labeur leur fournit des arguments pour réclamer l'égalité complète avec les hommes et, d'abord, l'obtention des droits civiques. Un amendement spécial leur donnera satisfaction. Comment pourrions-nous les empêcher de voter, dit un slogan, alors qu'elles nous ont aidés à gagner la guerre.
L'effort de guerre ne produit pas que des héros et des héroïnes. Il y a aussi les insoumis. Nous sommes à Birmingham, dans l'Alabama. Un insoumis est chassé de la ville par ses voisins. Les sanctions qui frappent les insoumis sont sévères. Celui qui a voulu échapper à l'incorporation est un jeune sportif plein de santé. Il s'appelle Grover Cleveland Bergdahl. Il devient bientôt l'homme le plus haï d'Amérique. L'homme le plus haï du monde est naturellement le Kaiser. Dans les films de propagande, il est constamment tourné en dérision. Un pamphlet du gouvernement le décrit comme un Satan prussien. Si l'enfer était visitable, écrit Billy Sunday, vous trouveriez inscrit sur ses murs « Made in Germany ». Les slogans anti-allemands deviennent de plus en plus violents. Un professeur de l'université de Harvard n'hésite pas à décrire la musique de Wagner comme un mélange d'agressivité, de lubricité et de trucage. On boycotte, on pille parfois les magasins tenus par des Américains d'origine allemande. Il est interdit d'apprendre l'allemand aux enfants dans les écoles. Wilson regrette que l'esprit de guerre devienne vulgaire, intolérant, populacier. L'hiver 1917-1918 est l'un des plus rudes que l'Amérique ait connu sur la côte Est. Le temps maussade, les tempêtes de neige nuisent au moral des civils qui ne reçoivent pas la moindre nouvelle encourageante d'Europe. On patauge dans la neige dans les rues de New York. La ville est prise dans des tornades de blizzard. Depuis 9 mois, l'Amérique est en guerre. 4 divisions complètes ont été expédiées outre-Atlantique. Chaque semaine, de nouvelles unités partent, mais rien ne bouge pour autant sur le front de l'Ouest. Le peuple attend avec impatience les premières victoires. Il ne reçoit que les listes des premiers Américains tués. On met en sourdine l'esprit du joyeux départ à la guerre. Les adieux dans les ports deviennent plus sombres. Chaque jour se déroule une bataille sur le front intérieur. Il faut acheminer des quantités énormes de nourriture et de charbon le long de voies ferrées vétustes, souvent rompues ou abandonnées. Il faut les remettre en état pour conduire à terme l'effort de guerre. Les wagons doivent transporter les renforts en vivres et en munitions tout en assurant la survie de la nation. La production de guerre est freinée par de nombreux obstacles. Le principal est le manque de coordination entre les différentes autorités gouvernementales. Les instructions contradictoires plongent les industriels dans des affres de perplexité. La maison de fous patriotiques de Washington est devenue, dans les journaux, la maison de fous bureaucratique. L'atmosphère au Capitole où siège le Congrès est lourde. La foule attend sur les marches le résultat des scrutins. L'administration Wilson est combattue par des républicains tels
qu'Henry Cabot Lodge ou l'ex-président Theodore Roosevelt, mais aussi par un leader démocrate, le sénateur George Chamberlain. Un grand économiste, Bernard Baruch, est alors chargé par Wilson de réorganiser l'industrie de guerre. Sa politique volontariste relance rapidement la production. Il fait adopter un régime de priorité qui discipline l'économie. Ce modèle, étranger aux us et coutumes américains, finit par s'imposer. L'automobile reçoit des parts plus faibles d'acier, l'industrie des corsets ne reçoit rien, tout pour les canons. Moins d'étoffe pour les blouses, plus pour les fuselages d'avions. L'industrie ne parvient cependant pas à répondre aux besoins de la guerre. Le 4 juillet 1918, jour de l'indépendance, on lance d'un coup 95 bateaux. Mais aucun ne traversera l'Atlantique avant l'armistice. Les navires anglais ont la charge de l'essentiel du trafic. Aucun char n'est fabriqué en Amérique. Les troupes américaines sont dotées de chars français ou britanniques, encore appelés tanks. Les canons de 75 et les mitrailleuses sont fournis par les Alliés. L'industrie finit par trouver le bon rythme. La pénurie de main-d'œuvre liée à l'incorporation des ouvriers dans l'armée et au développement de l'industrie de guerre rend nécessaire le recrutement d'un nombre sans cesse accru de travailleurs. Les Noirs du Sud gagnent le Nord par milliers, attirés par les hauts salaires. Cette migration intérieure entraîne bientôt des conflits. Des villes comme Philadelphie, Chicago, Saint-Louis, dans l'Illinois, connaissent les premières émeutes raciales. À Saint-Louis, on compte 37 victimes, noirs et blancs. Un invisible ennemi s'insinue bientôt dans le front de l'intérieur, la grippe, qu'en Europe on appelle espagnole et qui tue par milliers. On compte bientôt 500 000 morts et les masques, obligatoires dans certains États, ne suffisent pas à enrayer le fléau. La grippe aura tué 4 fois plus d'Américains que les Allemands auront tué de Dog Boys sur le front. Une autre maladie s'abat sur les États-Unis, la suspicion. Au nom du patriotisme, des citoyens sont inscrits sur des listes noires, les embusqués ou les insoumis, les pacifistes, les syndicalistes, les immigrés. Wilson avait raison d'avoir peur. Un climat délétère règne à Washington comme dans le reste du pays. Le gouvernement essaie d'appliquer la loi afin de faire taire la populace. Il est immédiatement accusé de mollesse, de tiédeur dans la répression des menées pro-allemandes et se voit contraint de supprimer la liberté d'expression. Un groupe de contestataires, les travailleurs industriels du monde, est dissous. 1200 de ses membres sont arrêtés dans l'Arizona et expédiés dans des postes tenus par l'armée au Nouveau-Mexique, où ils ne risquent pas de porter atteinte à la sécurité des États-Unis. On leur reproche de prêcher la grève et d'être des anarchistes. Les agents fédéraux font main basse sur leur dossier. Leur leader, Big Bill Haywood, est arrêté. Il en va de même pour tous les responsables. On se moquait des anarchistes, on les traitait de cinglés. Voilà maintenant qu'ils deviennent des dangers pour la sécurité nationale. On arrête un des chefs du Parti socialiste, Eugène Debs,
candidat à la présidence des États-Unis en 1912. On lui reproche d'avoir prononcé un discours contre l'effort de guerre. Il est condamné à 10 ans de prison. Wilson apaise ainsi les patriotes extrémistes. Certes, c'est pousser loin le réarmement moral que de persécuter les dissidents, mais Wilson n'hésite pas. Les images triomphales du corps expéditionnaire américain, ces engagements héroïques sont exploités par les services de propagande et apaisent les doutes de la conscience nationale. On est sûr, pendant l'été 1918, que les Américains, avec leurs alliés, vont lancer la dernière offensive, celle qui aura raison du Satan allemand. Les soldats, au front, pensent déjà à la victoire. C'est du moins ce qu'expliquent les films de propagande réalisés pour la bonne cause. Quand le président Wilson apparaît dans les rues de Washington, c'est toujours pour encourager l'effort de guerre et célébrer le sacrifice des soldats yankees envoyés pour sauver le droit et la civilisation sur la terre d'Europe. Cela n'empêche pas les soldats de chanter. Belle France, les Yankees soutiendront ta vaillance. Tes enfants sont ma belle France, en humanité donneront la liberté. It's a long way to Tipperary, it's a long way to go. It's a long way to Tipperary, répondons-nous volerons. Goodbye, Piccadilly, farewell les amis. It's a long, long way to Tipperary, voici les Tommy. It's a long way to Tipperary, it's a long way to go. It's a long way to Tipperary, répondons-nous volerons. Goodbye, Piccadilly, farewell les amis. It's a long, long way to Tipperary, voici les Tommy. It's a long, long way to Tipperary, voici les Tommy. It's a long way to Tipperary, it's a long way to go. It's a long way to Tipperary, to the sweetest girl I know. Goodbye, Piccadilly, farewell, Leicester Square. It's a long, long way to Tipperary, but my heart's right there. En France, les choses sérieuses pour les Américains vont commencer en septembre 1918. Avec l'accord du maréchal Foch, Pershing décide de lancer une offensive pour reconquérir le secteur de Saint-Mihiel, un saillant dans la ligne du front allemand. Il lance dans la bataille des unités bien entraînées, mais aussi des dog boys qui n'ont aucune expérience du feu. L'opération réussit, mais au prix de pertes élevées.
C'est un beau succès pour le général Pershing. 13 000 prisonniers, 460 canons restent aux mains de la première armée américaine. Saint-Mihiel, les Allemands tenaient ce saillant en Lorraine depuis 4 ans. Désormais, les Américains occupent la ville. Leur offensive a pleinement réussi. Le saillant de Saint-Mihiel a été reconquis en quelques heures par l'infanterie américaine. Il n'y aura plus dans cette petite ville de Lorraine de plaque de rue au nom du maréchal Hindenburg. Dans la région de Mézières, en Argonne, Pershing accepte le plan français. Mais il veut garder son indépendance, celle d'une armée qui vient de faire ses preuves à Saint-Mihiel. Pershing est de plus en plus décidé à conduire la bataille d'une manière indépendante, tout en s'intégrant dans le dispositif des armées alliées coordonnées par Foch. Il souligne que les troupes américaines se sont conduites de manière irréprochable au cours des derniers engagements et ont conquis les objectifs fixés. Quand Foch expose son plan d'offensive, Pershing accepte, mais à la condition que ses divisions ne soient pas éparpillées entre les armées françaises et britanniques. Il veut attaquer avec l'ensemble de ses forces. Voulez-vous vous battre, oui ou non, lui demande Foch. Sans doute, mais avec mon armée, lui répond Pershing. J'insiste, dit Foch. Insistez tant que vous voudrez, mais je refuse de tronçonner mes forces, rétorque Pershing. Il obtient gain de cause. Pershing décide de se conformer au plan allié qui prévoit de pousser les divisions françaises et américaines droit sur l'Allemagne à travers l'Argonne et la Lorraine, pendant que d'autres unités perceront en direction de Valenciennes la ligne Hindenburg. Pershing veut plus que jamais rester indépendant. Il se battra entre les collines boisées de l'Argonne et la Meuse, sur les champs de bataille maintes fois retournés par les canons allemands au cours de la bataille de Verdun en 1916. Un secteur vital pour l'offensive alliée car il contient une voie ferrée stratégique. Les Allemands en face sont profondément enterrés dans le confort relatif des bunkers, des redoutes et des abris bétonnés. Ils ont un système de défense très bien conçu sur une profondeur d'environ 25 km. Les abris sont si profonds qu'il ne faut pas espérer les faire sauter avec des tirs d'artillerie. Les Allemands jouent aux cartes dans leur galerie qu'ils appellent Stollen. Ils s'ennuient et leur chef, le prince héritier Frédéric Guillaume, le Kronprinz, bout d'impatience de se mesurer aux Américains. Il ne sait pas que les Américains ont plus d'1 million d'hommes sur le front et qu'ils ont leur propre réseau d'approvisionnement depuis les ports français à travers tout le territoire. Une armée autonome et fraîche, une force redoutable devant les troupes fatiguées du Kronprinz, qui ne peuvent compter sur de nouveaux renforts.
Parmi les Américains qui roulent en camion vers l'Argonne, citons le colonel George Patton, 32 ans, qui a reçu le baptême du feu à Saint-Mihiel dans un char français. 2 jeunes officiers de Marines, futurs commandants du corps, Thomas Holcomb et Clifton Case, se sont également illustrés. Le capitaine Harry Truman, futur président des États-Unis, 34 ans, commande une batterie d'artillerie à cheval. Son futur chef d'état-major, le colonel George Marshall, 37 ans, est chargé par Pershing de la logistique. Sa mission est d'organiser en 12 jours les mouvements des armées américaines avec leurs canons et leurs munitions, la nourriture pour la troupe et pour la cavalerie, des tonnes d'équipements et de matériel médical. Pour faire mouvement, il n'y a que 3 routes étroites que la boue a rendues gluantes. Les Dog Boys retrouvent les vieilles tranchées françaises de Verdun, creusées 2 ans plus tôt et pas rebouchées. 500 000 soldats sont alignés sur 40 km de front. Ils sont trop nombreux. Ils se gênent. Ils vont se marcher sur les pieds lors de l'attaque. Ils sont une cible idéale pour l'artillerie ennemie, mais l'aviation les protège. 800 avions qui assurent la couverture du front et bombardent sans cesse les lignes allemandes. La première armée américaine en liaison avec la 4e armée française est prête pour le grand bond en avant du 26 septembre 1918. À droite et au centre de la ligne américaine, les collines de Montfaucon. Les ordres sont de s'en emparer à tout prix. Mais le feu ennemi est très efficace et empêche les troupes de parvenir d'un bond jusqu'au sommet. Il faut 2 jours pour s'en rendre maître et les pertes sont nombreuses parmi les assaillants, dont beaucoup n'ont jamais vu le feu. Sur l'aile gauche, les Américains doivent nettoyer les bois de l'Argonne. Travail fastidieux et très dangereux, car chaque fourré peut cacher un nid de mitrailleuses, un mortier et même un lance-flamme. Chaque mètre pour les soldats qui avancent doit être gagné au péril de leur vie.
Du 26 au 30 septembre, un vaste front fortifié pendant 4 ans est conquis. La première surprise passée, l'ennemi essaya de soutenir le choc, les artilleurs se faisant tuer sur leurs pièces, mais il est battu. Le 30 septembre, à gauche des Américains, le général Gouraud était sur le plateau qui domine la vallée de l'Aisne, vers Vouziers. Mais l'entrée en ligne de renforts allemands, la nature marécageuse du terrain, arrête un temps l'avance. À Spa, en Belgique, dans l'hôtel qui sert de quartier général à l'état-major, Ludendorff regarde attentivement la carte. Il enrage car il comprend que tout est perdu. Il presse Hindenburg et le Kaiser de demander l'armistice. Puis, il retourne à son quartier général pour essayer de tenir le plus longtemps possible afin d'obtenir des conditions de paix convenables. Le front allemand de l'Argonne est aussitôt renforcé devant les Américains. Au front, les Yankees ont perdu leur esprit impétueux. Ils sont devenus amers. En 6 semaines d'une bataille féroce, ils ont connu toutes les atrocités de la guerre. Ils ont été tués par les balles, par les éclats d'obus et de grenades, hachés par les mitrailleuses, gazés, atteints par le virus de la grippe espagnole à raison de 11 000 hommes par semaine. Des blessés, encore des blessés. Et aussi des morts. En octobre 1918, les Américains sont pessimistes. Ils hivernent aussi tristement que leurs camarades français, britanniques, belges, canadiens, portugais. Le général Pershing est désespéré. Rien ne va comme il veut. Il considère le retard de l'offensive comme un échec personnel. Il assume trop de responsabilités. Il ne maîtrise plus les événements. Il a la charge d'une zone de guerre avec ses problèmes tactiques et stratégiques, mais aussi la responsabilité de l'acheminement des renforts et des approvisionnements. Beaucoup d'Américains s'occupent de la logistique, mais sans plan précis. Le résultat, c'est le chaos. Les ordres mal reçus, les ordres contradictoires, l'appui d'artillerie qui vient trop tard, qui tombe sur les lignes amies, des communications incertaines dans une armée gigantesque de près de 2 millions de dog boys dont l'immense majorité ne parle pas un mot de français.
Certaines unités avancent trop vite, d'autres sont en retard. On voit des bataillons virer de bord et se mêler à des divisions où ils n'étaient nullement prévus. Un général exige que la Military Police organise une ligne continue à l'arrière pour empêcher les désertions. Comme l'offensive américaine ne parvient pas à mordre sur la ligne allemande, on commence à dire à Paris et à Londres que le show des Dog Boys est décevant, car on parle déjà le franglais au Café de la Paix. Il faut tout réorganiser. Rien ne va plus chez les Américains. Les rations, les munitions n'arrivent pas jusqu'au front. Le département de la guerre a averti Pershing. Il va nommer un responsable de la logistique, de grade et de pouvoir égaux aux siens. Pershing réagit aussitôt et fait nommer le général James Herbert, en qui il a confiance. Herbert est placé sous ses ordres. Sur le champ de bataille, il désigne 2 responsables pour chacune des armées américaines. Hunter Liggett pour la première et Lee Bollard pour la seconde. Le premier est féru de stratégie, le second de beaux uniformes. À la mi-octobre, les Yankees font la pause dans l'Argonne pour reprendre leur souffle. La crise du ravitaillement ne fait qu'empirer. Les colonnes de ravitaillement sont sous le feu de l'ennemi. Les Allemands connaissent, en effet, chaque route de ce secteur qu'ils ont si longtemps occupé et leurs canons frappent à coup sûr. Partout ailleurs, sur le front français, l'armée allemande s'écroule. Mais devant les Américains, elle tient le coup. Elle protège ainsi, en tenant les débouchés des défilés de l'Argonne, sa retraite vers le nord. Quand les Yankees s'apprêtent à lancer leur nouvelle offensive le 1er novembre, il n'y a pas encore le moindre signe de reddition dans leurs eaux. Dans le secteur Meuse-Argonne, comme ailleurs sur le front, les derniers jours de la guerre vont de pair avec l'héroïsme obscur des soldats. Le sergent Elvin York était objecteur de conscience dans le Tennessee. Converti et incorporé, il avait à lui seul neutralisé un poste de mitrailleuse allemand. Le major Charles Whittlesey, dont le bataillon s'était avancé trop loin et trop tôt, devait rester encerclé pendant 5 jours. Il avait réussi à se dégager, sauvant la moitié de son unité.
un des officiers les plus décorés de la guerre, considéré par Pershing comme un meneur d'hommes hors pair, était le brigadier général Douglas MacArthur, alors âgé de 38 ans, le futur vainqueur des Japonais. Il obtenait son premier commandement important en prenant la tête de la 42e division. Mais 6 autres généraux étaient démis de leurs fonctions pour inaptitude au commandement ou dépression nerveuse. 75 000 Américains avaient été tués ou blessés ici, dans l'Argonne. Plus que sur aucun autre champ de bataille de l'armée américaine. Ils sont tombés dans l'Argonne aux dernières heures de la guerre, alors qu'on attendait impatiemment l'armistice. Ils ont versé leur sang jusqu'au bout.